j'ai participé à une conférence de l'APEC qui faisait remarquer que 2020 avait été extrêmement difficile pour l'emploi des jeunes, notamment parce qu'ils avaient vu chuter de 30% les offres d'emploi pour les jeunes. Donc ça, évidemment, c'est un problème. Alors, je ne pense pas qu'il y ait que les offres d'emploi pour les jeunes qui aient chuté, mais notamment la chute touchait particulièrement les jeunes. Et d'autre part, on a vu évidemment se développer plein de formes de travail et de modes d'organisation ces derniers mois, qui notamment ont beaucoup touché les jeunes avec toutes les problématiques du travail flexible, du travail à distance, etc. Et également, beaucoup d'entreprises me parlent parfois de la difficulté, alors pas spécialement à recruter des jeunes, parce qu'évidemment, en plus en période de crise, malgré tout, ils sont plus nombreux à chercher du travail, mais également c'était difficile de les animer, de les conserver, de les engager sur le long terme. Et que donc il fallait trouver davantage d'adéquation entre les attentes et ce qu'on leur proposait. Donc du coup, je me suis dit que c'était le sujet du moment à aborder, avec des gens qui avaient beaucoup réfléchi à ces problématiques-là, des gens qui étaient confrontés à ces jeunes recrues régulièrement, d'où le fait donc qu'il y ait 2 DRH avec nous ce soir. Donc justement, pour parler de ce thème, on a décidé de partir d'une étude qui a été réalisée par Job Teaser et Jérémy Lamry, qui est présent, va nous en parler tout de suite. Donc ensuite, il y aura la réaction de 2 DRH, Mathilde Lecause, qui est directrice des talents et de la transformation chez Mazars. Bonsoir Mathilde, et bonsoir tout le monde d'ailleurs. Et Virginie Lucuron, qui elle est à distance, qui est la directrice des ressources humaines de Klaxoon. Donc oui, on a choisi aussi Klaxoon et Mazars, qui sont 2 entreprises extrêmement différentes, d'une part dans leur existence, puisque Mazars est une entreprise beaucoup plus classique que Klaxoon, mais elles vont nous l'expliquer elles-mêmes. Et ensuite, il y a donc Patrick Charnetsky qui est à mes côtés, qui lui est docteur en psychologie sociale et auteur d'un ouvrage qui s'appelle Être soi en entreprise, qui réagira justement aux propos que vont nous tenir les 3 premiers intervenants. Et on terminera par Cédric Pelletier, qui est le directeur général de WeDo, et qu'il y a justement une offre très spécifique pour mettre en relation ces jeunes qui sont parfois même très jeunes, puisqu'ils les aident dès l'adolescence jusqu'aux trentenaires, pour justement essayer de mener à bien leurs projets, leurs attentes, etc., vis-à-vis des entreprises et autres. Mais ça, il nous l'expliquera lui-même directement. Donc, la parole est à Jérémy, qui donc a réalisé avec le Labérage et Page Group donc cette étude prospective justement sur le recrutement européen des jeunes diplômés. L'étude a duré 1 an, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui en sont ressorties, et notamment la première chose que j'ai retenue, c'était qu'un diplôme ne suffisait plus. Alors Jérémy, la parole est à toi, justement pour nous expliquer les grandes tendances que vous avez pu repérer quand vous avez réalisé cette étude. Merci Catherine. Bonjour d'abord à toi et à l'INSI de m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler de ce rapport. Et en fait, plus qu'une étude, c'est vraiment un rapport de prospective. Autrement dit, on s'est intéressé pendant 1 an à comprendre, au-delà même du Covid, les grandes tendances et les grandes évolutions du recrutement chez les jeunes. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, comment est-ce que les entreprises sont en train de s'adapter et vont devoir s'adapter à cette cible spécifique que sont les jeunes, et d'un autre côté, quelles sont les attentes de ces jeunes et comment eux aussi vont devoir s'adapter à, notamment, par exemple, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Donc, on a pris plusieurs angles pour pouvoir comprendre ces enjeux. On a déjà fait un tour de la littérature scientifique, donc on a en tout 6 chercheurs en psychologie sociale, psychologie de l'orientation, psychologie de le recrutement, sur vraiment plusieurs thèmes qui ont fait une revue assez extensive de la littérature scientifique pour comprendre un petit peu ce que la science disait sur les bonnes pratiques du recrutement. Parce qu'avant de comprendre comment le recrutement va évoluer, c'est important de comprendre comment il est réellement aujourd'hui et comment il devrait être, comment il pourrait être. Donc on a regardé ces bonnes pratiques. À côté de ça, on a fait une étude, d'un côté sur 11 000 jeunes
partout en Europe pour comprendre leurs attentes en matière de recrutement, en matière aussi de culture d'entreprise, donc tout un scope d'éléments, de critères de recrutement. Et d'un autre côté, on a interviewé au total près de 200 RRH et DRH, professionnels principalement du recrutement, sur les modalités de recrutement, à quel point ils considèrent aujourd'hui que leurs modalités correspondent à des bonnes pratiques aussi. Et donc, avec tout ça, on a également questionné des acteurs des institutions publiques, que ce soit public ou parapublic, que ce soit l'APEC, que ce soit Pôle emploi, que ce soit le ministère du Travail, pour comprendre aussi comment les politiques publiques étaient amenées à évoluer sur les sujets des ressources humaines dans les années qui viennent. Tout l'enjeu du travail et de l'emploi. Et ça nous a amené à pas mal de conclusions intéressantes. Il y en a une qu'on pressent depuis plusieurs années, c'est le décalage entre la notion d'employabilité, qui elle existe et est relativement bien définie, et la travaillabilité, qui est un concept qui n'existe pas, qu'on a inventé. L'employabilité, en fait, on va vous dire que oui, c'est ce qu'il faut pour être employé. Techniquement, c'est vrai, mais j'ai envie de vous dire, l'employabilité, c'est ce qu'il faut pour qu'un recruteur accepte de vous employer. Donc en fait, c'est pas ce qui fait que vous créez la valeur, c'est ce qui fait que vous correspondez au code d'un recruteur. Et ça, c'est assez différent de la notion de travaillabilité, qui est en fait ce qu'il faut pour créer de la valeur. Et aujourd'hui, en fait, à une époque où il y a de plus en plus de tâches routinières qui sont automatisées, et donc où il reste de plus en plus de tâches non routinières, ce qui fait votre valeur, c'est votre capacité à adresser ces tâches non routinières, donc votre capacité à vous adapter à des contextes. Autrement dit, c'est plus le fait de savoir des choses, c'est le fait de savoir mettre ces choses dans un contexte donné. Ce qu'on peut appeler par exemple les soft skills. Et donc de plus en plus, effectivement, pour être performant, pour avoir une travaillabilité significative, il faut faire preuve d'autre chose que juste un diplôme, cocher des cases et des connaissances. Il faut être capable d'adapter son savoir-faire en fonction de la situation, pour que le savoir-agir soit réel. En revanche, on remarque que les entreprises, malgré une volonté réelle d'avancer sur des sujets connexes au cœur de recrutement en France, qui est le diplôme, elles ont beaucoup de mal à y aller dans les faits. Parce que quand on regarde un CV, on regarde quand même principalement deux choses, c'est la formation et l'expérience. Malheureusement, pourquoi ? Parce que avec toute la bonne volonté qu'on puisse avoir, ce sont aujourd'hui les indicateurs les moins non fiables qu'on puisse avoir en tant que recruteur. Ça veut dire qu'il va falloir oublier complètement la logique du CV et de l'expérience ? Je n'espère pas, parce que je pense pas que... En fait, le recrutement est ce qu'on appelle multifactoriel. S'il n'y a pas une chose qui fait que vous allez être un bon match pour l'entreprise. Donc, quand on recrute une personne, finalement, on la recrute pourquoi ? On la recrute pour que, aussi bien aujourd'hui que demain, elle crée plus de valeur qu'elle en détruit dans l'entreprise. Si on veut un peu caricaturer, c'est un peu ça le recrutement. Et en fait, ça dépend en partie de la personne, mais en très très grande partie de l'environnement, sur lequel le candidat n'a aucun contrôle, par ailleurs. Donc en fait, vous recrutez un candidat dont vous espérez qu'il s'adaptera à un maximum de situations présentes et futures. Vous contrôlez à peu près l'environnement présent, vous contrôlez pas du tout l'environnement futur. Ce qui fait que le recrutement est devenu extrêmement incertain. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de volatilité dans les situations professionnelles. Les managers changent de plus en plus souvent, les collaborateurs aussi. Là, on voit ce qui s'est passé cette année avec des environnements où il y a tout un tas de critères qui sont complètement déconnants. Et donc, en fait, on arrive à une situation où, si on voulait vraiment créer un recrutement parfait, il y aurait peut-être, 1500 critères à prendre en compte. Et à vrai dire, je suis pas certain que vous seriez vraiment plus avancé, parce que je pense que 1400 de ces critères ne sont pas mesurables objectivement. Et du coup, l'intelligence artificielle, dans cette logique de recrutement, elle intervient, du coup... Alors, comment elle aide l'entreprise, en fait ? L'intelligence artificielle, il y a deux aspects. Il y a la promesse de l'intelligence artificielle et ce que délivre l'intelligence artificielle. La promesse de l'intelligence artificielle, c'est d'apporter une réponse quasi prédictive à la fiabilité du recrutement. La promesse de l'intelligence artificielle, c'est de dire, on va être capable de vous dire si ce candidat-là sera performant, donc sera un bon recrutement. Là, je parle vraiment dans le sujet du recrutement. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs manières de le voir. Il y a par exemple par l'évaluation. On fait des évaluations qui, ramenées à des modèles prédictifs, vont pouvoir dire ce candidat correspond à un modèle qui fonctionne, donc vous pouvez le recruter. Il y a d'autres aspects, par exemple, il y a de l'intelligence artificielle qui va aller identifier en ligne des personnes dont on sait qu'elles
sont potentiellement un bon fit pour votre entreprise et le poste que vous recherchez, mais surtout qui pourraient être intéressés dans 4 mois ou 6 mois par changer de poste. Par exemple, des gens qui ont mis à jour leur statut LinkedIn, on sait qu'ils vont commencer à chercher des choses comme ça. Donc c'est là aussi la promesse de l'intelligence artificielle. Sur le sourcing, sur l'évaluation, on a de l'intelligence artificielle qui commence à arriver même sur l'onboarding, comment contextualiser des parcours d'onboarding, donc d'entrée dans l'entreprise et d'intégration en fonction de personas types qui sont définis sur certains critères. Mais globalement, il ne faut pas se tromper. Derrière l'intelligence artificielle, il y a toujours 2 choses. Du profilage d'un côté, de la recommandation de l'autre. Et entre les deux, un algorithme. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce n'est que de l'informatique algorithmique. Il n'y a aucune intelligence aujourd'hui derrière les algorithmes qu'on nous vend. Pourquoi ? Parce que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter en fonction du contexte, ce que ne fait pas du tout un algorithme. Un algorithme, il est programmé pour faire quelque chose. Et si jamais il est capable de s'adapter, c'est par rapport à des patterns assez figés qu'il a appris, et donc au mieux, il reproduit le passé. Si une chose que les ressources humaines nous ont appris, c'est que le passé n'est pas forcément ce sur quoi on veut s'appuyer pour recruter aujourd'hui. Alors là, on a beaucoup parlé du recrutement. Par rapport à l'engagement, qu'est-ce qu'ont pu dire ces jeunes ou comment le voient les entreprises Alors ça, c'est intéressant parce que nous, quand on regarde ce sujet, on se dit, oui, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui des belles promesses et finalement des résultats qui sont encore assez faible et qui reste à prouver. Aujourd'hui, la présélection automatisée peut être une énorme aide pour les entreprises, par exemple, qui reçoivent beaucoup de candidatures et il ne faut pas s'en priver. Il faut juste garder la main, s'assurer qu'on a toujours visibilité sur l'ensemble des candidats, qu'on peut aller challenger ce qu'a choisi la machine. Et donc, nous, on y met énormément de points d'attention. Et c'est marrant de voir que du côté des candidats, il n'y a pas d'appréhension vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Non, il n'y a pas d'appréhension. C'est ce que pensent les jeunes. S'ils se disent, de toute façon, on le sait que ça va marcher comme ça. Il n'y a pas de souci, on sait que ça va marcher comme ça fait pas peur. Et donc c'est là aussi qu'on voit la différence. C'est une génération qui a été bercée avec des algorithmes, avec du profilage, de la recommandation. Et finalement, ils savent un petit peu à quelle sauce ils vont être mangés, ça leur fait pas peur du tout. Et les entreprises actuellement ont bien pris en main justement tous ces outils de plateforme et autres pour le recrutement ? Non. Globalement, c'est un grand non pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que historiquement, dans les ressources humaines, on a très peu de profils techniques. Et donc, par exemple, comprendre ce qu'est un algorithme même. Au sein des services de ressources humaines. Au sein des services de ressources humaines. Okay. Et historiquement, vous savez, il y a eu une période où la fonction RH a été très forte dans l'entreprise, au sortir des années 70 par exemple, mais les années 90 ont vraiment réduit la fonction RH à une fonction très administrative, et la plupart des fonctions RH ont perdu les supports techniques et compétences techniques qu'elles avaient. Et donc, en fait, depuis 2008-2010 à peu près, quand on est arrivé dans cette nouvelle RH Talent, avec les Talentsoft, les Workday, tous ces logiciels, en fait, qui ne s'intéressent pas à l'administratif, mais qui s'intéressent vraiment plutôt à la gestion des talents. Et bien, en fait, la fonction RH s'est retrouvée au départ à devoir mettre tout ça en place avec les fonctions techniques et tout ça, mais a mis du temps à s'équiper en chefs de projet techniques qui sont capables notamment de comprendre non pas juste la structure, mais l'intelligence qu'on y met. Et donc, moi par exemple, je vois au Lab RH, on avait plus de 400 startups RH qui proposent des entrepreneurs qui sont éditeurs de solutions logicielles RH, qui proposent des algorithmes pour faciliter ci et ça. La très grande majorité d'entre eux n'ont jamais fait de RH de leur vie, n'ont jamais vu une bonne pratique RH de leur vie, et ont codé leurs algorithmes par rapport à du bon sens et de la bonne volonté. Et en fait, un RH aujourd'hui, il n'est pas capable d'aller voir ce qu'il y a dans l'algorithme. Il va poser des questions larges. Est-ce que si, est-ce que ça, parce que le RH a à cœur que le boulot soit bien fait, mais il ne peut pas rentrer dans l'algorithme. Et de manière générale, si vous allez voir une boîte qui dit « moi je signe si tu me montres tout ton algorithme », vous allez aussi avoir une réponse sympa de l'entrepreneur en face. Donc il y a ce côté un petit peu boîte noire qui s'est installé, et on a vu pas mal de dérives. On a vu donc des algorithmes qui remplissaient pas du tout leur boulot, la promesse de mobilité interne prédictive. On a vu des choses, par exemple chez Amazon, chez L'Oréal, des algorithmes qui étaient sexistes, qui étaient complètement biaisés. Pourquoi ? Parce qu'ils se basaient sur le passé, par exemple, ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que les RH s'équipent fortement
sur le plan marketing, sur le plan technique, pour rendre la fonction RH plus attractive, plus visible, être capable de mieux attirer, activer, retenir, un peu comme ce qu'on trouve en gros hacking en fait. Hein. Et globalement, de plus en plus, la fonction RH arrive à comprendre le volet technique. Maintenant, ce qui reste à la fonction RH, c'est la formalisation des bonnes pratiques pour pouvoir les digitaliser. Parce qu'en fait, un algorithme, c'est avant tout la volonté de passer une pratique à l'échelle. C'est-à-dire que plutôt que de regarder tout le CV et de pouvoir passer 100 CV en 1 heure, mon algorithme, il peut passer 1 million de CV en quelques secondes. Et la promesse, c'est de dire il va le faire aussi bien que vous le faites sur le premier CV, mais sur 1 million de CV. Ça veut dire qu'on sait ce que c'est regarder un bon CV, et ça s'appelle une bonne pratique. Et c'est là que la science intervient. Quand on regarde la littérature, il y a tout un tas de bonnes pratiques explicitées sur comment mener un processus de recrutement, comment est-ce qu'on peut évaluer un CV, qu'est-ce qui est objectif et non objectif dans un CV. Et globalement, on se rend compte que la plupart des RH, par exemple, souvent délèguent la revue des CV à des personnes qui n'ont pas forcément toute la qualification nécessaire pour appréhender réellement la valeur dans un CV, parce que y a pas de formation spécifique de apprendre à lire un CV. Parce que du coup, le résultat, c'est qu'il y a parfois des inadéquations entre les attentes et les profils. Alors, ça, nécessairement, le recrutement n'est pas une science parfaite de toute façon. Oui. Comme j'ai dit, il y a tellement de critères qu'on ne peut pas tout prendre en compte. En revanche, au-delà de la simple inadéquation, on peut parler de discrimination par défaut. C'est un truc tout bête. Moi, j'ai entendu ça de la part de plein de recruteurs. C'est « Ah, il fait du rugby, il doit avoir l'esprit d'équipe ». Enfin, on peut pas, je suis désolé, on peut pas dire ça. On peut pas, quand on est un bon recruteur, on peut pas dire ça. Et des recruteurs qui disent, là, des conversations qu'on a sur LinkedIn en ce moment, oui, le feeling a une place importante et il faut laisser sa place au feeling. Les stéréotypes sont très marqués, en fait. Ah, en fait, beaucoup dans le recrutement. Et en fait, par exemple, quand on dit il faut laisser sa place au feeling, je peux vous assurer que la loi dit le contraire. D'une part. D'autre part, le feeling du recruteur, j'ai envie de dire, le recruteur bossera pas avec le candidat, on s'en tape un peu de son feeling. C'est le recruteur, son boulot, c'est d'objectiver justement les qualités et les points de tension du candidat. Donc ça doit reposer sur des bonnes pratiques. Aujourd'hui, dans la fonction ressources humaines, il n'existe pas de recueil des bonnes pratiques. Et ça, c'est un vrai sujet parce que on ne peut digitaliser qu'une bonne pratique. Si c'est pas une bonne pratique qu'on digitalise, on passe à l'échelle littéralement une bêtise. C'est de la bêtise augmentée. Bon, écoutez, merci déjà Jérémy pour toutes ces précisions. Mathilde, c'est Mathilde, non, oui c'est Mathilde. Une réaction par rapport à ça, et justement comment ça se passe chez Mazars. Alors juste, on va lancer en parallèle, c'est pour vous prévenir à vous qui êtes chez vous à nous écouter, on va lancer un petit sondage, vous allez le voir apparaître sur vos écrans, et on reviendra sur ce sondage quand justement Mathilde aura terminé et qu'on passera la main ensuite à Klaxon. Merci beaucoup d'y répondre en tout cas. Déjà bonjour à toutes et à tous, ravie d'être là ce soir et déjà ce que j'ai envie de dire c'est que je suis totalement alignée avec ce que Jérémy vient de partager. Je peux essayer de l'illustrer sur une pratique très concrète. Donc déjà peut-être revenir sur effectivement, donc là on parle le recrutement et les jeunes et je pense qu'effectivement c'est important aujourd'hui de pouvoir cibler et de faire un profilage des personnes qu'on adresse parce que selon la personne ou en tout cas le profil type, on va pas forcément avoir les mêmes usages, les mêmes comportements, les mêmes attentes. Et donc, juste pour chez Mazars par exemple, quel est le nombre de gens que vous recrutez? Oui, tout à fait. J'aurais dû commencer par ça. Donc déjà Mazars c'est un cabinet d'audit et de conseil financier, donc présent en France bien évidemment, mais à l'international. Donc on est 40 000 professionnels dans le monde, dans 90 pays. Et en France, si je prends la France, on est 4 000 collaborateurs en France. Et sur ces 4 000 collaborateurs, la moyenne d'âge est de 29 ans. Donc c'est énorme et majoritairement donc on recrute à peu près 1 millier de personnes par an, tous statuts confondus, stagiaires, alternants, CDI. Et sur ces milliers de personnes, on a on va dire 80% sont des jeunes diplômés. Donc on recrute énormément de jeunes diplômés.
En plus, dans nos types de structures, parce qu'on est assez proche avec les autres cabinets, on a aussi des taux de turnover très élevés puisqu'on est vu comme un peu un troisième cycle, c'est-à-dire que les jeunes diplômés vont venir passer quelques années chez nous pour développer cette fameuse employabilité. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'aimais beaucoup ton approche parce que souvent derrière l'employabilité, on met pas les compétences réelles qu'on a développées. On sait juste que c'est bankable dans leur jargon. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Bon, et donc ils viennent. Et donc c'est vrai qu'on recrute énormément de jeunes, c'est notre quotidien. Mais on recrute aussi des personnes plus expérimentées. Et d'ailleurs, on va pas du tout avoir le même processus, les mêmes procédures de recrutement et les mêmes outils. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir ce type d'études de rapport pour bien comprendre à qui on s'adresse et est-ce que on utilise des bonnes techniques parce que ils ont dans leur quotidien des outils de référence et donc on doit pouvoir parler le même langage, utiliser les mêmes outils pour pouvoir être entendu et déjà être entendu par cette cible. Avant même de leur donner envie, est-ce que déjà on est visible, on est connu et on peut s'adresser à eux. Donc ça, c'est très très important et c'est assez nouveau en fait. Moi, j'aime beaucoup les techniques marketing appliquées dans les RH parce que ça nous pousse à développer, à définir des personae et du coup de se dire pour tel type de personne ou de profil, voilà, quels sont ses réflexes, comment il consomme, quels sont ses usages, qu'est-ce qu'il comporte, qu'est-ce qui l'intéresse pour mieux l'adresser. Après, si on fait un focus sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment des outils qui peuvent nous aider, faut pas s'en priver, mais soyons très prudents parce qu'effectivement, on le sait, il y a des biais. Alors la machine a des biais aujourd'hui, mais les hommes en ont. Donc là-dessus, il y a pas débat. Mais du coup, l'alliance des deux, tout en étant vigilant, je pense peut nous permettre d'être plus percutant. Si je prends l'exemple de Mazars, donc l'année dernière, on a eu 60 000 candidatures. Donc moi, souvent, je parle avec des organismes d'entreprise qui me disent « Tu n'as donc pas de problème de recrutement ?» Eh bien si, parce que c'est pas donc forcément ces 60 000 candidats. Au sein de ces 60 000 candidats, il n'y a peut-être pas ceux que je veux. Parce qu'en fait, justement, aujourd'hui, les entreprises ont des enjeux d'aller chercher des profils différents, des compétences différentes pour accompagner leur propre transformation. Je prends un exemple. Nous, on est grande transformation technologique, les métiers de la finance et donc de la data, l'intelligence artificielle. Et donc, nous, on a besoin de recruter des développeurs, des profils très tech, dans la cybersécurité, etc. Et naturellement, ils vont pas forcément nous identifier comme un employeur majeur dans cette thématique. Donc, comment aller les chercher? Donc, c'est pas parce qu'on a beaucoup de candidatures que fondamentalement, on est servi comme on le souhaite. Donc déjà, première chose. Donc, je dois aller chercher des profils différents, etc. Et après, c'est vrai que sur 60 000 candidatures, comment trier? Et en fait, aujourd'hui, heureusement, je pense que le talent dépasse bien évidemment le diplôme, mais c'est la facilité et c'est le critère le moins mauvais. C'est vrai, c'est bien que c'est le meilleur, mais dire, on voudrait recruter que sur les soft skills, ce dont je suis convaincue, parce que je pense que c'est ça qui aujourd'hui va faire vraiment aussi la valeur de chaque individu, notamment en comparaison avec la machine. Qu'est-ce qui va faire que justement on va vouloir recruter des hommes et des femmes? C'est ce qui fait leur humanité et leur capacité humaine. Et comment j'évalue ça en entretien? C'est extrêmement compliqué déjà sur la base avant l'entretien. Et avant l'entretien, oui, tu as raison. Et c'est vrai que on peut se tromper. 2, c'est des temps quand même courts. Donc en fait, on peut pas prétendre à connaître une personne. Et donc je pense que l'intelligence artificielle et notamment là, on est en train de développer, de signer un partenariat avec une solution via du gaming qui va nous permettre via des tests de soft skills d'identifier des compétences qui vont pas nous dire il faut les recruter prédictivement, on sait que ça va marcher, mais nous dire dans les 60 000 candidatures, on va vous faire gagner du temps, rencontrer en priorité ces candidats qui ont eu des bons scores, au-delà du diplôme. Après, on va les rencontrer, on va se faire aussi un avis. Et ça, c'est important parce que je pense que les jeunes, quand même, oui, il y a toutes les nouvelles technologies, le chatbot, l'automatisation, les réseaux sociaux, l'IA, etc. Mais on remet quand même l'humain, c'est-à-dire le recrutement, c'est d'abord une rencontre humaine aussi avec recruteurs, mais des équipes. Il y a quand même cette dimension humaine. Donc, moi, je pense que le temps de l'humain est très important et que ces outils vont venir optimiser notre temps, en fait, plutôt que de passer des heures et des heures à trier des CV, parfois sur des critères, qui sont pas extrêmement, en tout cas, pas complets, parce qu'effectivement,
effectivement, voilà, ça ne reste que des éléments, eh bien la machine, en tout cas les outils vont nous aider pour prendre une meilleure décision et pour que nous aussi on puisse avoir du temps plus qualitatif avec les candidats. Et je pense que ce qui est très important, c'est de suivre l'évolution après, c'est d'observer ce qui se comporte. C'est-à-dire, on a là, par exemple, l'outil nous a dit voilà, cette personne, il faut la rencontrer d'après ses résultats. L'entretien se passe bien, mais est-ce que sur le terrain, est-ce que par expérience, je vais voir que ça se concrétise et je dois pouvoir, c'est vraiment je dirais une approche continue de remise en cause de voilà, ça me dit ça, j'observe, est-ce que ça fonctionne, oui, non, etc. Et je pense qu'en plus l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de prendre des risques. Et c'est ça qui fait peur en fait aujourd'hui dans la notion de recrutement et de ces soft skills parce que c'est risqué en fait. Et donc il faut savoir faire des paris, recruter sur un diplôme quelque part. On prend moins de risques. Bon, mais du coup, on se ferme à des opportunités. On parle beaucoup des math skills, voilà, des profils totalement différents, atypiques, qui apportent énormément de richesse. Et ça, c'est beaucoup plus risqué d'aller les chercher. Et donc, voilà, les outils en tout cas peuvent nous aider. L'engagement ensuite, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place, je veux dire pour justement l'animation de ces jeunes qu'on a embauchés sur leurs soft skills, est-ce que ou sur ces profils atypiques, du coup, ça nécessite aussi un management différent? Un suivi différent ou pas vraiment? Alors, je pense que c'est le management. Alors, ça c'est très personnel, mais je pense que c'est le management en règle générale qu'il faut revoir. D'accord. Je pense que aujourd'hui, il faut le revoir pour les juniors ou il faut le revoir pour tout globalement? le monde. En fait, les jeunes cristallisent un certain nombre de nouvelles attentes, mais les jeunes, c'est le fruit d'une époque. Et donc, ce qu'ils mettent sur la table sans concession, leurs aînés le pensent aussi. C'est juste qu'en fait, comme ils n'ont connu qu'un monde et qu'ils arrivent aussi, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins dans le compromis, peut-être que leurs aînés au préalable. Ils sont prêts à le dire, c'est ça. Et ils sont prêts à le dire. Mais moi, je trouve ça très sain, en fait. Moi, j'ai aucun problème avec ça quand j'entends oui, le rapport de force est inversé, il faut le remettre en nos mains et tout ça. Je dis mais attendez, est-ce que c'est pas sain de vouloir trouver du sens dans son travail? Est-ce que c'est pas sain de vouloir une qualité de vie, des relations managériales saines? Tout le monde, voilà, tout le monde. Et d'ailleurs, dans le sujet du sens, souvent on voit comme la quête de sens, la raison d'être de l'entreprise, sa mission, mais c'est d'abord le sens au quotidien. Et là, on revient toucher quand même la relation managériale. Et ça, on passe le management était des process organisationnels c'est des véritables compétences pour apporter de la valeur ajoutée dans la façon dont on intervient. Et donc, notamment, expliquer pourquoi on travaille, à quoi ça consiste et à quoi on contribue. Alors on pourrait peut-être s'interrompre quelques secondes pour voir un peu les résultats de notre sondage. On avait 2 questions. La première, c'était est-ce que votre entreprise recrute des profils juniors? Bon, ben voilà, écrasante majorité, 93%. Donc, grosso modo, évidemment, tout le monde recrute des profils juniors, ce qui nous rassure sur la pertinence du thème de notre soirée. Déjà, c'est déjà pas mal. Et puis vous voyez, est-ce que vous avez mis en place des actions spécifiques à destination des jeunes? Alors, aussi bien pour les recruter que pour les motiver, que pour les suivre ou les engager? Eh bien, oui, la moitié sur chacun de ces items a répondu oui, nous avons des mesures spécifiques. Donc effectivement, ce recrutement et cette fidélisation des jeunes talents et la façon dont il faut les intégrer dans l'entreprise, c'est vraiment une préoccupation du moment. Alors j'ai aussi d'autres questions que je peux peut-être profiter de cette pause pour. Alors il y en a 4. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez en tant qu'entreprise privée des initiatives publiques? Y a-t-il des interactions entre le public et le privé, genre un jeune et une solution? Ça, c'est la première des questions. Est-ce que quelqu'un veut répondre à celle-là? Allez-y. Ouais, je veux bien répondre et je laisserai Mathilde enchaîner après. Je prends l'exemple de Job Teaser. Donc aujourd'hui, Job Teaser, c'est le leader européen de l'emploi et du recrutement des jeunes. Et donc on accompagne plus de 80 000 entreprises dans leur recrutement de jeunes, en leur permettant de publier des offres d'emploi dans plus de 700 établissements d'enseignement supérieur. D'accord. Donc depuis 2-3 semaines, on est partenaire de Un jeune, une solution. Et donc on convainc un maximum de nos entreprises clientes
de partager leurs offres en plus des 700 établissements supérieurs également sur la plateforme Un jeune, une solution. Et on crée ce flux technique. C'est une plateforme à part entière. Voilà. Et donc JobTeaser, c'est un espèce de gros site de recrutement et il y a toute une partie de nos offres. Un jeune, une solution, c'est une plateforme. En fait, c'est une plateforme technique sur laquelle il y a des offres d'emploi, des offres de stage, des conseils, tout un tas de choses. C'est opéré par le ministère de l'Éducation. Alors non, c'est opéré par le ministère du Travail, par le Haut Commissariat à l'emploi et à l'attractivité des entreprises. Et donc aujourd'hui, en fait, le gouvernement s'est connecté avec de plus en plus de grandes entreprises en direct. C'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises, tout comme elles envoient leurs offres sur Pôle emploi, elles envoient leurs offres sur Un jeune, une solution. Et donc ça, c'est en train de se développer un peu dans tous les sens pour que ça devienne une sorte de réservoir massif d'offres de stage et d'emploi pour les jeunes. D'autres réactions sur ces interactions publiques-privées ? Alors moi je travaille pas, on n'intervient pas sur cette action-là, mais ce que je trouve intéressant, je pense que c'est vraiment un travail collectif en fait. On peut pas opposer les initiatives publiques et privées. Je pense que on a tous une responsabilité, c'est quand même de faire en sorte que ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, trouvent un travail et qu'on les développe. Effectivement, on se disait que dans les questions, il y a peut-être se développer parce qu'il y a quelle est la responsabilité qu'on a aussi pour les accompagner dans leur développement et les préparer au métier de demain, hein, parce qu'ils sont baignés aussi dans une ère où on leur dit, alors ça peut être anxiogène, dans 10 ans, dans 15 ans, les métiers n'existeront plus. Mais comment débuter dans sa carrière professionnelle quand on n'a pas de visibilité? Enfin, moi, je me dis, je me serais à leur place, je trouverais ça un peu anxiogène. Et je pense qu'on a tous une responsabilité collective de les guider et de les préparer, sans être opposés, en fait. Donc, il y a plein d'autres initiatives qu'on relaie, notamment... Alors, il y a une question aussi assez anxieuse sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et qu'on devrait, selon certains, même interdire parce que c'est vraiment une violation pure, stricte des données personnelles, quoi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez de cette problématique de non, mais ce qui est intéressant, c'est que vu des jeunes, ce n'est pas du tout un sujet. C'est là où on voit que parfois nous, on a des idées sur un certain nombre de sujets, et ces jeunes, pas du tout. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est très transparent, qu'on a une politique aussi des données personnelles responsables, qui sont sensibilisées aussi. L'idée, c'est de dire voilà, attention, on va peut-être vous demander des données. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Enfin, voilà, etc. Oui, d'accord. Mais après. Ils sont pas obligés, et ce sont les premiers effectivement demandeurs de ce type de solution. Nous aussi on a fait des enquêtes et ils sont les premiers à s'attendre à trouver ce type de solutions et d'outils dans les processus de recrutement. Et je voudrais ajouter également que sur ce sujet de l'intelligence artificielle au global et des données, on a le légal et le supralégal. Et donc on avait la loi de 78, loi liberté informatique, qui était plus ou moins bien appliquée. On a aujourd'hui le RGPD qui est quand même beaucoup plus contraignant et qui a fait passer pas mal de choses du supralégal dans le légal. Le supralégal, on le résume souvent par l'éthique. Donc l'ensemble des bonnes pratiques propres à un concept ou une époque, à un contexte ou une époque. Et en fait, aujourd'hui, je pense que pour que cette IA soit utilisée, il faut le légal, mais il faut aussi se doter de chartes éthiques et de moyens de pouvoir suivre ces actions. Donc je prends l'exemple chez JobTeaser où nous on accompagne au quotidien plus de 4 millions de jeunes partout en Europe. Donc on a potentiellement un gros impact sur leur premier emploi, sur leur carrière. Donc on a mis en place une charte éthique avec 10 grands principes éthiques, dont la data privacy, mais aussi la protection de l'environnement, le principe de justice, d'intégrité, ces choses-là. Et avec ça, en fait, par exemple, on a mis en place des grilles de scoring de nos algorithmes qui permettent en fait d'évaluer chaque semaine l'impact de ce qu'on fait. Et donc on compare ça avec des bonnes pratiques sur le terrain. En fait, il faut pas avoir peur de l'IA parce que il y a beaucoup plus de discrimination dans 60 000 CV où on regarde simplement les 5 premiers que dans une IA qui va permettre d'aller sur l'ensemble des candidats. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que c'était pas forcément mieux. Ça tombe bien parce que Virginie Lucuron qui nous écoute donc de Klaxoon, est-ce que tu m'entends, Virginie? Oui, très bien. Merci, bonsoir. Justement, Virginie, vous avez aussi évolué vous avez élargi votre recrutement, notamment cette année aux alternants. Justement, alors déjà, rappelez, la parole est à toi, rappelez ce qu'est Klaxoon, la part des jeunes dans le recrutement et justement cette nouvelle action spécifique que vous menez en 2021 en destination d'un public que vous n'aviez pas obligatoirement l'habitude d'intégrer. Très bien. Alors, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas encore Klaxoon, Klaxoon a
s'est donné pour mission de répondre à un des défis majeurs des entreprises, celui de la collaboration dans les équipes. Et l'objectif de Klaxoon, c'est de rendre cette collaboration plus efficace avec une palette d'outils digitaux disponibles sur une plateforme. Et donc, Klaxoon a été lancé en 2015, voilà, 6 ans d'existence maintenant, et utilisé au quotidien par des milliers d'équipes dans 120 pays. Et on a reçu de nombreux prix, et notamment on fait partie aussi de la sélection du Next 40 pour la deuxième année consécutive, et on en est très fiers. Et aujourd'hui, on est plus de 250 collaborateurs répartis entre Rennes, Paris, Lyon, Boston, New York et en ce moment même Singapour. On est en train de penser à Singapour. Et donc, en effet, pour répondre à la question précisément, c'est vrai que nous, on a un rythme effréné de croissance. Donc, c'est vrai que jusque-là, on a toujours accueilli des jeunes en stage et en alternance, mais pas en grand nombre, parce que voilà, il faut aussi pouvoir bien les accompagner. Et c'est vrai qu'on va à très très grande vitesse, c'est pas toujours facile. Nous-mêmes, on n'avait pas encore, notamment tout le management intermédiaire qu'il fallait. Voilà, on était vraiment dans une phase aussi de structuration. Et là, maintenant qu'on a atteint cette step-là, on a été très sensible à la situation des jeunes, qui a été relayée beaucoup plus dans la presse, et notamment ceux qui abandonnent leurs études parce qu'ils ne trouvent pas d'entreprise pour faire leur alternance ou leur stage de fin d'études. On a décidé effectivement d'une opération un petit peu spéciale qu'on a relayée sur les réseaux sociaux. On a invité les jeunes à nous envoyer leur candidature. On s'est proposé aussi pour faire du mentoring, voilà, pour ceux qui souhaiteraient être accompagnés dans leur démarche. Les collaborateurs sont très demandeurs aussi de pouvoir aider les jeunes sur ce volet-là. Et donc, notre objectif, c'est de recruter une 50aine de personnes en 2021, du coup, soit en stage ou en alternance. Voilà, dans ce plan qui sera mené, qui est mené du coup en parallèle de notre plan recrutement 2021, qui est aussi de 100 nouveaux collaborateurs. Donc voilà, ça nous fait un bel objectif pour cette année. Alors en même temps, ce que... Les 100 collaborateurs, bien sûr, il y a aussi des jeunes diplômés. Il y a du coup, nous on recrute dans tous les métiers, parce que voilà, on est vraiment dans cette phase de croissance forte. Donc, tous les métiers ont besoin de grandir en même temps. Donc on recrute tout métier et du coup tout niveau de seniorité à chaque fois. Donc, on a vraiment, c'est très très hétérogène les recruteurs. Et ce que tu faisais remarquer quand on préparait cet entretien, c'est que c'est pas non plus obligatoirement parce qu'on reçoit beaucoup de CV, c'est ce que disait Mathilde tout à l'heure, que l'on a obligatoirement les profils que l'on souhaite et qu'il y a des profils qui restent toujours pénuriques. Oui, on est tout à fait d'accord. Effectivement, la difficulté, c'est que oui, c'est pas le volume qui fait la facilité, parce que le volume, il faut le traiter quand même, parce qu'on n'est pas, et nous, on ne pratique pas, je m'en fais regarder juste l'équipe au CV, parce qu'on se dit la perle rare, elle est peut-être au fond de la pile, donc on va vraiment, on va loin et on laisse rien passer, mais on fait beaucoup du coup aussi de ce qu'on appelle la chasse, hein. Et donc on va aussi, on utilise beaucoup les réseaux pour aller chercher les profils qui sont plus pénuriques. Et nous, on prend beaucoup dans la cooptation aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on met beaucoup en avant dans notre future entreprise et qui représente un volume assez important. L'année dernière, la cooptation, c'était 1/4 des recrutements. Ah oui, ok. Et c'est des recrutements qui sont vraiment souvent de bons recrutements. Voilà, on se rend compte que les collaborateurs, quand ils décident de coopter quelqu'un, quelque part ils s'engagent aussi. Ce sont des bons vendeurs de l'entreprise, c'est ça, des bons ambassadeurs de l'entreprise. Oui, c'est vraiment, ils sont ambassadeurs complètement et du coup, ils font quelque part, ils font le chiffre aussi, voilà, de leur côté. Et les personnes qui cooptent sont en général vraiment de qualité et ce sont de bons recrutements. C'est un métier qu'on pousse beaucoup aussi. Patrick, justement, sur ce côté... alors Patrick, donc, qui est l'auteur d'un livre « Être soi dans l'entreprise » et également psychologue, justement, cette vision de la place des jeunes ou de la place de ces ambassadeurs. Alors,
Moi, je suis rentré dans le sujet des générations et pas que des jeunes par le biais de l'image qu'on peut en avoir et des stéréotypes. Moi, je suis psychosociologue, vous en parliez tout à l'heure, et donc on a mené une étude d'une amplitude moins importante, mais en gros, on est allé dans 6 grandes entreprises, on a interrogé à peu près 4000 personnes et on a mesuré les stéréotypes que les gens pouvaient avoir de façon croisée, des générations envers les autres et envers elles-mêmes. Voilà. Et on est parti de là, on a recueilli donc l'image qu'on pouvait avoir des Y, donc on a mesuré tous les stéréotypes sur toutes les âneries qu'on entend et que les Y détestent entendre d'ailleurs. Et ensuite, on a fait des focus group avec ces jeunes et on leur a dit voilà ce qu'on dit de vous, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui vous semble vrai. Et on a collecté. Et juste avant de vous donner quelques résultats sur les attentes, je rebondis sur ce qu'a dit Mathilde tout à l'heure, qui est extrêmement important. On est face à une révolution culturelle. On n'est pas forcément face à une révolution générationnelle. Oui. Donc, quand vous allez voir ce que les Y disent et que vous allez voir des seniors en disant « Est-ce que ça vous intéresse aussi que les réunions se terminent à l'heure ?» Ils disent « Oui ». Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un chef qui vous explique pourquoi il vous demande ce que vous avez à faire de façon non dogmatique? Ils disent « Oui ». C'est-à-dire que toute la société a envie que ce management change, toute la société a envie que le présentéisme disparaisse du critère majeur sur lequel les gens sont évalués, mais il se trouve que ces jeunes gens aujourd'hui qui arrivent à Bac+5 et qui ont 25 ans ont des parents qui sont nés au début des années 70 et qui ont été élevés avec des codes qui n'étaient pas les mêmes et que donc ils sont câblés avec l'audace de pouvoir le dire parce qu'ils n'ont rien connu d'autre. Ceux qui ont plus de 50 ans, quand ils ont pris le pli pendant 20 ans d'être entre guillemets obéissants ou de pas demander, ils demandent plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est passionnant, je trouve, et là je te rejoins, c'est comment on utilise l'audace de ces jeunes gens pour un peu câbler tout le monde. Alors dans une norme acceptable, mais comment on câble tout le monde a cette audace. Alors juste pour faire vite, il y a 4, ça va peut-être te rejoindre ce que tu as trouvé et ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus, mais il y a 4 choses que les jeunes nous disent. Il y a un rapport différent au concept du travail. Voilà, le travail a changé de place. Il est plus, il ne remplit plus sa promesse qu'il a remplie pendant les décennies d'avant. Mais là, j'enfonce une porte ouverte. On peut être bac 5 surdiplômé et être au chômage quand même. Donc, il y a une distanciation prise avec le travail qui est une rupture de confiance et qui fait que le travail devient peut-être un peu plus alimentaire qu'avant, mais moins un outil de réalisation de soi. La deuxième appétence forte, c'est une appétence de diversité, qui est mon cœur de sujet. C'est-à-dire que ces jeunes gens disent, c'est mort, j'ai pas envie de me conformer à une norme. Et notamment, d'ailleurs, quand je suis une femme, je ne veux plus avoir à prendre des codes masculins pour exister dans l'entreprise, mais au même titre que j'ai plus envie de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour me faire accepter. Si vous voulez de moi dans votre entreprise, il va falloir accepter qui je suis, sans quoi je vais pas rester. Et le conseil, je pense, en tout cas les Big Four ont pris en pleine tête ces dernières années, cette espèce de modèle où il fallait travailler 14 heures par jour et où il fallait se conformer à des normes, y compris vestimentaires, ce qui est complètement hallucinant à l'époque que l'on vit. Et effectivement, alors je ne sais pas pour vous, mais le turnover dans les Big Four a explosé chez les jeunes ces 5-10 dernières années. Troisième appétence forte, c'est le rapport au temps. Sans surprise. Et alors ils disent pas on veut de l'andé, ils disent on veut travailler autrement. On veut avoir un autre rapport au temps, ce qui est passionnant. Des modes d'organisation beaucoup plus flexibles. Ils disent on veut faire le boulot, on veut pas être évalué sur le présentéisme et on veut pouvoir être dans ce fameux travail nomade. Alors pas quand on sert des boulons chez Airbus, mais quand on peut travailler à distance évidemment. Et ça c'est passionnant. Ça c'est passionnant parce que ça permet de réinventer. Et ça c'était bien avant le Covid. Le Covid a peut-être été un catalyseur. Ça a juste accéléré. A peut-être été révélateur de ça, mais cette tendance elle est là depuis longtemps. Voilà. Et puis le quatrième qui est pour moi le plus important, c'est le rapport à l'autorité. Ils disent c'est mort, on n'obéira plus comme vous l'avez fait, faut oublier. Voilà. Et ce fameux concept de la génération Y, elle est pas venue par hasard. Enfin, ce fameux, c'est la lettre en phonétique, c'est le pourquoi en anglais. Mais c'est pas un mythe. C'est-à-dire qu'ils disent on veut que vous nous expliquiez pourquoi vous nous demandez de faire des choses de cette façon-là. Ouais. Et j'étais sensible à ce que vous avez dit aussi tous les deux sur la question du sens, parce que on dit aussi beaucoup de conneries là-dessus. Ils veulent du sens, ils veulent des valeurs, mais les vieux aussi. Bon. En revanche, ils veulent. Non, mais c'est terrible de ce jeunisme qui est un peu parfois agaçant. Ouais. C'est peut-être parce que je suis pas jeune. Par contre, ils veulent du sens dans le travail, ça oui. Ouais. Mais sociologiquement, c'est complètement normal. C'est une génération qui, depuis l'âge de 2 ans, on leur explique tout ce qu'on leur demande de faire.
D'accord. Moi, je suis de la génération où on me disait lave-toi les dents ou t'en prends une. Bon, c'était efficace, mais c'était assez rudimentaire Radical. du point de vue de la maturité intellectuelle. Aujourd'hui, dès 2 ans, vous dites à un enfant lave-toi les dents parce que les caries, et c'est comme ça pour Dans tout. le boulot, c'est pareil. Quand il arrive à 23 ans et qu'on lui dit fais ça, il dit pourquoi? Et si on lui dit parce qu'on a toujours fait comme ça, eh ben il s'en va. Voilà. Donc ça faut comprendre qu'il y a une logique sociologique à ce pourquoi et à ce besoin d'explication. Voilà, en gros les 4 grandes attentes évoquées par ces gens. Et ce que je trouve très intéressant, et notamment sur le rapport au management, souvent moi quand j'ai des aînés qui s'insurgent de oh là là, je dis mais le rapport de l'autorité dans la famille a complètement changé. Donc de fait ça crée des individus, des jeunes adultes qui voient l'autorité différente. On est tous co-responsables quelque part de ce qui se passe. Patrick, des questions? Oui. Alors, d'abord la première, c'est l'avenir du salariat. Puisque on constate dans certains pays, comme par exemple aux États-Unis, une demande de plus en plus forte des jeunes talents plutôt de collaboration et non pas d'être embauchés, quoi. Est-ce que vous constatez cet effet vous aussi? C'est aussi Thierry Breton pour Atos qui le disait d'ailleurs. Est-ce que les jeunes demandent plus de collaboration que de salaire, de CDI, quoi, des missions? Moi, je peux juste répondre sur le salaire parce que alors s'il y a bien un stéréotype qui le contredit, c'est ça j'adore quand même. Hein, cette idée qu'ils sont plus intéressés par l'argent. Moi, je peux vous dire que quand on a fait les focus group, ils ont dit si. Quand le prix du mètre carré à Paris a augmenté de 300% en 20 ans, expliquez-moi pourquoi un jeune diplômé, par quel mystère, il serait moins intéressé par son salaire que ceux qui ont été embauchés il y a 20 ans. C'est pas du tout le sens de la question. Il est intéressé par l'argent, mais à travers des missions parce qu'il veut rester indépendant. Il est travailleur indépendant. Il veut avoir plusieurs missions et être freelance. Hein. C'est pas du tout le fait de pas vouloir de salaire. Hein. Mais c'est parfois ce qu'on entend quand même. Hein. C'était pas la question, quoi. Donc. Mais je rejoins, on l'entend souvent. Mais moi, je le constate effectivement, c'est-à-dire que, alors déjà, je trouve qu'on rejoint d'abord une équipe. Plus qu'une organisation, une marque, une entreprise. Avant même parfois, nous on avait fait une enquête avant l'intérêt même. La fiche de poste, c'est d'abord les gens avec qui je vais travailler, le manager, l'équipe. Donc on est d'abord dans une relation, donc une collaboration. Et effectivement, on est plus à la mission. D'ailleurs, mission parallèle, il y a vraiment le développement de ces multi-activités. Ça, je le constate tous les jours au quotidien, sur le terrain. Les gens ont plusieurs jobs en même temps. C'est pas forcément pour avoir toujours source de revenus complémentaires, mais c'est dans l'épanouissement. En fait, c'est qu'aujourd'hui, l'épanouissement, il est vu dans sa vie. D'ailleurs, c'est quoi réussir? C'est pas réussir professionnellement, c'est réussir dans sa vie, et donc le travail est une des dimensions et qui va effectivement se splitter sous différentes missions. Je peux travailler comme auditrice chez Mazars, je vois une mission, et à côté j'ai monté ma boîte par exemple d'événements où on a des experts, on a des blogueurs, on a les nouveaux métiers, des influenceurs, des youtubeurs chez nos jeunes. En plus de leur CDI. Bien évidemment, et c'est vrai qu'ils vont être beaucoup au projet, c'est-à-dire que et d'ailleurs, pour les fidéliser, parce qu'il y a le grand sujet de la fidélisation, bon, moi, je trouve que c'est l'engagement, la fidélisation pour la fidélisation, c'est mort, en fait. À quoi ça sert, même? Mais l'engagement, on est bien sur une mission. En quoi je vais contribuer? Et on peut les faire rester longtemps si on est par projet, comme ça, avec une diversité de prends cette mission, ce projet à 2 ans, et puis après, qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? Et parce qu'ils sont, quelle est ma contribution, en fait? C'est pas un job, c'est ma contribution à un collectif. Patrick? Tout à fait. Alors, autre question, vous avez parlé d'expérience professionnelle, vous avez parlé de soft skills, mais vous n'avez pas parlé d'expérience non professionnelle qui ne serait pas des soft skills. Exemple, ce que mon interlocuteur appelait une expérience rugby, c'est-à-dire avoir fait du sport. C'est toute l'idée des soft skills. Enfin, même l'idée de quand on dit certains sont influenceurs, d'autres sont... Enfin, ça c'est le mélange entre vie privée, enfin, ces passions dans la vie privée peuvent servir aussi dans sa vie professionnelle, c'est exactement ça. Voilà, puis une petite remarque aussi sur le nombre de candidatures spontanées par rapport à ce qu'on cherche vraiment. Peut-être que c'est un problème de communication, c'est-à-dire que c'est pas normal de recevoir des candidatures spontanées pour des jobs qu'on recherche pas, d'après l'interlocuteur qui pose la question. Une réaction, Virginie, peut-être? Oui, après, ça dépend du contexte de l'entreprise. Nous, par exemple, on est toujours très intéressés par les candidatures spontanées, parce que comme on est en pleine croissance, il y a parfois des besoins qui émergent quelques semaines, quelques mois plus tard, et on va toujours commencer par aller regarder dans les candidatures des
déjà reçus avant de repasser des annonces. Mais après, effectivement, ça dépend beaucoup aussi du contexte de l'entreprise et son niveau de recrutement. Et juste pour réagir rapidement aussi sur le côté soft skills et vraiment aussi ce que recherchent les jeunes aujourd'hui. C'est vrai que nous, c'est un parti pris qu'on a toujours eu de mettre beaucoup d'accent là-dessus et vraiment de vouloir recruter des personnes qui veulent prendre part à une aventure avant tout. Au-delà voilà, du fiche de poste, de choses, des maîtrises très, très précises. On a toujours été très ouverts par rapport au CV, les diplômes, on les regarde très peu, et on laisse vraiment la chance aux personnes voilà, de voir ce qu'elles ont envie de devenir, de montrer, et la motivation, la curiosité, l'envie sont des choses qui peuvent vraiment prendre le pas, et aussi d'être soi-même. On parlait des codes à l'instant, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on va vraiment beaucoup chercher, et même parfois, on va dire à certains candidats, on ne franchit pas les cadres les plus loin avec vous parce qu'on a l'impression qu'on ne voit pas qui vous êtes vraiment, justement. Et nous, chez Klaxon, on tous les collaborateurs, Scorenet, c'est hyper important pour nous dans nos valeurs, dans ce qu'on est, dans notre ADN. Et c'est vrai que du coup, là-dessus, il y a aussi des cultures quand même assez différentes d'une entreprise à l'autre. Mais je pense qu'effectivement, la tendance est plus d'aller vers ça et moins de porter des costumes qui ne vont pas, ou d'être dans des codes. Personnellement, en général, nous sommes quand même plutôt heureux d'entendre ça. Cédric, donc il y a un micro pour Cédric. Tout à fait. Cédric, là, tu entends, je propose d'essayer de venir là où il y a la croix. Donc Cédric Pelletier, donc, qui est le dirigeant de WeDo, qui est la première plateforme collaborative de projet dédiée à la réussite des jeunes de 13 à 30 ans. Justement, comment on fait l'adéquation entre le jeune et l'entreprise ou l'association et autres Oui, bonsoir. Alors effectivement, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes ce soir, notamment sur les soft skills. Alors pour présenter rapidement WeDo, donc WeDo est une plateforme digitale collaborative de projets pour les jeunes. Donc on permet d'un côté à des jeunes en fait de pouvoir lancer les projets sur la base de leurs idées. Donc ça va leur permettre justement de se développer, de développer des soft skills, de développer une ambition. Et ces projets-là, ça peut être des projets entrepreneuriaux, ça peut être des projets sportifs, ça peut être des projets solidaires. Tout ce qui compte, c'est que ce soit un projet. Et puis ces projets-là vont pouvoir se lancer sur la plateforme, trouver des soutiens, et les jeunes vont pouvoir montrer de façon visible sur la plateforme les réalisations qu'ils ont. Et de l'autre côté de la plateforme, en fait, on a des partenaires, et on a différents types de partenaires. On a des établissements scolaires qui vont utiliser notre plateforme pour faire des projets à leurs élèves ou leurs étudiants. Ça peut être des écoles, des universités, des lycées pro, etc. Et puis on a aussi des entreprises ou des collectivités qui, elles, vont venir soutenir en fait les projets de ces jeunes, vont venir les soutenir à travers du mentorat, à travers des conseils, des contacts, du matériel ou du financement. Voilà. Et donc, effectivement, par rapport à tous les échanges qu'il y a eu ce soir, l'idée de WeDo, c'est vraiment de permettre aux jeunes de pouvoir développer des soft skills et de le montrer. On a par exemple lancé cette année avec les écoles et universités un nouveau dispositif qui s'appelle le projet professionnalisant, qui est en fait un projet qui est un mixte entre un projet qui répond à un cursus pédagogique, un projet qui répond à un projet professionnel et un projet qui soit suffisamment concret pour pouvoir être présenté à un recruteur, pour pouvoir présenter les réalisations à un recruteur, pour permettre de faire comprendre derrière les skills qu'on a pu développer. Et aujourd'hui, donc, on travaille avec ces écoles-là, on leur apporte la méthodologie, la plateforme et l'accompagnement qu'il faut pour les aider. Et puis de l'autre côté, effectivement, on travaille aussi avec des entreprises pour leur permettre, en fait, sous la forme de mentorat de projet, pour leur permettre de rentrer en relation avec tous les jeunes qu'on a sur la plateforme, tous les étudiants qu'on a sur la plateforme, et elles peuvent comme ça permettre facilement à leurs salariés de donner des coups de pouce à ces projets. On a fait ça sous la forme assez light. L'idée, c'est qu'un salarié passe 1 heure à 3 heures par mois maximum à aider un projet. C'est très formateur et très fidélisant pour un salarié, en fait, d'accompagner un jeune qui est en train de lancer un projet. Et c'est aussi très valorisant pour le jeune de savoir qu'il y a une entreprise avec un salarié qui vient et qui lui donne un petit coup de pouce, soit sous la forme d'une aide un peu généraliste, soit sous la forme d'une expertise
suivant ce que souhaite transmettre le collaborateur. Et puis, par rapport au sujet aussi de recrutement qui était évoqué juste avant, eh ben, ça permet aussi d'identifier certains talents directement par les soft skills, puisqu'en fait, le salarié est en contact avec le jeune ou avec l'équipe de jeunes qui monte ce projet-là et donc peut identifier des talents intéressants, plus seulement par le côté CV traditionnel, donc le diplôme, mais aussi par le projet qu'ils ont mené. Par le projet qui est développé. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va devoir clôturer notre table ronde là maintenant sur la partie du recrutement et des jeunes parce que nous sommes déjà très en retard. Je suis désolée. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. On va maintenant accueillir Éric Barbry dans 2 minutes avec nous pour nous parler du calendrier du secteur du numérique en 2021. Voilà. Restez là, on va juste proposer à M. Henri de venir l'installer. Je suis totalement confus. Non, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Vous voulez celui qui est dans ma poche? Ça va être utile, c'est bon pour moi. Donc, d'être là pour nous parler d'un calendrier surchargé. Oui, tu l'enlèves. Oui, tu l'enlèves. Oui, le bon moment de la journée. Donc en fait, c'était ta chronique que tu nous avais fait en début d'année qui m'a montré l'intérêt de te faire intervenir ce soir, justement sur tout ce qui nous attendait en 2021. Enfin, moi, pas trop, mais les entreprises et en quoi il était important de rappeler certaines dates. À commencer par le 1er avril, et c'est pas une blague. Voilà. Je te confirme que c'est pas un poisson d'avril. Alors, d'abord, je voulais m'excuser parce que si tu as dû chambouler tout ton âme, c'est à cause de moi. Et je vous prie tous de m'excuser. Heureusement que vous êtes tous là à l'heure, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe. Mais on est tellement habitué à plus avoir de conférences en réel. En live. On se dit qu'on peut attendre le dernier moment devant son ordinateur. C'est là que l'horloge sonne avec quelqu'un qui vous appelle en disant au fait, où est-ce que vous êtes? Première chose, on a pas de son, on va juste arriver. Ouais. Ah, c'est poétique. Ah, j'ai fait ça allumé. C'était ma faute. Voilà. C'est bon. Bah, tu peux broder. Donc c'est parce que moi, moi on m'entend. Je croyais que c'était personne qu'on entendait. Donc je refais pas toutes les excuses. Donc non, c'est bon. C'est pas la peine. On va pas perdre son temps avec tout ça. Donc effectivement, écoute, je te remercie de m'avoir accueilli parce que j'avais commis cette première chronique de l'année comme étant un millésime, et puis plus l'année avance, plus elle s'enrichit. Mais plus elle s'enrichit, et puis on se dit que 2021 va être une année millésime, et que finalement 2022, 2023 et le reste, bon alors définitivement en fait, aujourd'hui je suis poissard, j'arrive pas à l'heure, les micros marchent pas, je pense qu'en fait Alliance se venge de moi. Donc bon, je ne sais plus si quelqu'un a entendu ce que j'ai pu dire d'ici là, bref. L'année, ça marche là ou pas du tout? Ok, ça marche. Donc j'étais juste en train de dire que 2021 était une année formidable pour les juristes, moins pour les entreprises, mais pour les juristes c'est une année absolument canon. À commencer, comme tu le disais, par le 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril. Alors j'ai pris quand même des pompes, parce que sinon il y a tellement de dates que je me souviens pas de tout. Donc première échéance, première deadline, 1er avril, donc c'est pas un poisson, c'est la réglementation sur les cookies. Ces petits gâteaux qui vont finir par devenir totalement indigestes pour le plus grand nombre et qui sont suffisamment pris au sérieux par les entreprises ou pas? Alors en fait, je suis en attente. Parce que je me demande si soit les gens n'ont pas pris conscience de ce qui allait arriver le 1er avril, ou alors est-ce qu'ils attendent tous le dernier moment, c'est-à-dire dans la nuit du 31 mars au 1er avril, pour basculer dans le nouvel environnement. Et je me demande si en fait tout le monde n'attend pas tout le monde, en se disant qu'est-ce que vont faire les autres, parce que le but évidemment c'est de pas perdre de clients.
Or, avec la nouvelle réglementation sur les cookies, on perd assurément des clients, puisque la règle, c'est de donner la possibilité aux gens de tout accepter ou tout refuser. Jusqu'à présent, on avait une règle un peu maligne qui était tout accepter ou paramétrer. Et comme ça emmerdait tout le monde. Et là, on accepte tout, on refuse tout. Voilà, et en fait, ça emmerdait un peu tout le monde d'aller tout paramétrer. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On acceptait tout. Donc, bon, globalement, c'était un peu sympa. Avec la nouvelle réglementation de la CNIL, en tous les cas, les lignes directrices de la CNIL, qui datent de l'année dernière, mais qui ne seront applicables qu'au 1er avril, l'obligation, si tu veux, c'est tout accepter, tout refuser. Et par largesse, la CNIL accepte qu'on mette un bouton paramétrer. Ce qui veut dire qu'évidemment, quand tu dis tout refuser, tout accepter, qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont tout refuser, quoi. Donc aujourd'hui, c'est la course dans toutes les équipes marketing pour voir comment on va perdre le moins de clients, pas comment on va pas appliquer la loi, parce que dur Alex et Lex, on va l'appliquer, mais comment on va faire de manière la plus subtile possible pour ne pas perdre tous les leads qu'on va nécessairement perdre par le fait que cette réglementation sur les cookies, elle est extrêmement, réductrice du champ des possibles sur les cookies de nature publicitaire, hein, parce que pour les cookies de nature technique ou pour les cookies de nature mesure d'audience, il y a une grande marge de manœuvre. On n'est pas dans un régime de consentement préalable, mais à partir du 1er avril, pour les cookies qui ne sont ni des cookies techniques, donc nécessaires au bon fonctionnement du site, ni des cookies de mesure publicitaire, donc pour tous les autres cookies qui font vivre les gens de la presse en ligne, par exemple, eh bien c'est un vrai sujet et on essaie de trouver des solutions pour pas perdre une grosse partie du business. Ça c'est le 1er avril, donc c'est pas un poisson et ça peut faire mal. La deuxième date qui est la date importante, et là je vais rejoindre mes amis RH finalement, parce que j'ai beaucoup travaillé parce que je représente un certain nombre de plateformes qui font justement du RH et de l'IA. Il y a une deuxième échéance dans l'année qui est la date du 25 mai 2021. Cette date du 25 mai 2021, c'est encore une fois un problème de données à caractère personnel. C'est une réglementation que tout le monde connaît maintenant depuis 2018 qui s'appelle le RGPD. Et qui en fait est applicable depuis le 25 mai 2018. Même si encore certaines entreprises n'ont pas totalement compris l'importance d'appliquer le RGPD, mais on n'en est pas là. Quand le RGPD est arrivé, il y avait plein d'obligations, et il y avait notamment une obligation particulière qui était ce qu'on appelle les analyses d'impact. Une analyse d'impact, ça consiste pour un traitement en particulier, parce qu'on considère qu'il est intrusif, dangereux, ou en tous les cas que les données qu'il comporte sont des données sensibles pour les personnes, eh bien on doit, avant la mise en œuvre de ce traitement, faire ce qu'on appelle une analyse d'impact, c'est-à-dire véritablement une analyse détaillée du traitement, pas une analyse technique, hein, pas une analyse de sécurité, pas un audit de sécurité, mais vraiment une analyse d'impact en disant je mets en œuvre ce traitement, je sais qu'il peut être intrusif, mais je mets les garde-fous nécessaires pour limiter la casse, comme on dit en matière de RGPD. Cette obligation de mettre en œuvre des PIA, elle existe depuis le RGPD, donc elle existe depuis le 25 mai 2018. Mais la CNIL, en fait, a donné 3 ans aux entreprises pour réaliser les PIA pour les traitements qui étaient déjà existants avant la mise en œuvre du RGPD. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait 3 ans, un délai de tolérance, de carence, permettant de continuer à mettre en œuvre des traitements qui devaient supporter un PIA. Il s'avère que au 25 mai 2021, les 3 ans sont terminés, hein, si on sait compter. Donc ça veut dire qu'on doit, pour tous ces traitements, mettre en œuvre un PIA. Et là où je rejoins nos amis qui parlaient tout à l'heure, RH et IA, et tous les outils qui aujourd'hui sont utilisés sur le marché sur ce sujet-là, c'est que la CNIL a été très claire en matière d'outils d'IA et de RH, notamment au niveau des candidatures, en disant ces outils-là doivent nécessairement faire l'objet d'une analyse d'impact.
Donc ça veut dire que tous ceux qui, au 25 mai 2021, continueront à utiliser ce type d'outils sans que ces outils aient fait l'objet d'une analyse d'impact, seront en violation de la réglementation. Dur Alex sed lex, comme on dit. Tout le monde connaît à peu près les enjeux en matière de RGPD. Le RGPD, c'est quand même 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise, 10 à 20 millions d'euros. Amusez-vous avec ça. Donc au 25 mai 2021, on a une autre deadline importante. Il y a une autre date, alors qui impacte pas vraiment les entreprises directement, mais plutôt l'État, mais qui impactera indirectement les entreprises, c'est le 30 mai 2021. Le 30 mai 2021, c'est l'avènement du RDNP. Alors on connaissait le RGPD, mais on a aussi le règlement sur les données non personnelles, parce que sinon c'est pas drôle. On a fait un règlement sur les données personnelles, autant en faire un sur les données non personnelles. Et ce règlement, qui franchement a fait peu de bruit, je pense que vous êtes peut-être les seuls à le connaître à partir de ce soir, en fait est un règlement assez intéressant parce qu'il vise les données non personnelles et il a pour vocation d'interdire aux États européens d'obliger de localiser les données sur leur territoire. Quand on est en train de lutter pour certains pour ce qu'on appelle la souveraineté numérique, absolument. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a raté un épisode. En tous les cas, l'épisode nouveau, c'est le 30 mai 2021. Les États européens, donc la France, doivent nettoyer de leur réglementation toutes les dispositions dans lesquelles les données seraient stockées au sein du territoire national. Donc ça aura nécessairement aussi des impacts puisque ça va libérer un certain nombre d'énergie. Et puis, je peux pas résister après le Megxit au Brexit. On a une date, le 1er juillet 2021. Mais là, je suis très triste, parce que j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer pour les juristes qui cherchent du travail. C'est que il semblerait que la Commission européenne ait décidé que nos amis britanniques allaient être un pays considéré comme étant de niveau de protection adéquat. Donc nous pourrons, même après le 1er juillet, continuer à échanger avec nos amis anglais sans avoir besoin de passer par des clauses contractuelles type dans le jargon juridique. Et enfin, je résiste pas pour cette année à notre ami Mark Schremp, le tueur du Privacy Shield et avant ça du Safe Harbor, et de toutes les problématiques que les entreprises aujourd'hui rencontrent en matière de gestion des données transfrontières avec nos amis américains. C'est un vrai bonheur. Et puis après, vous avez des lois de ci, de là. Alors, je vais pas toutes vous les faire, mais il y en a 2 qui vont être intéressantes quand même. Une loi dont on entend un peu parler en ce moment, qui est la loi sécurité globale. Je pense que ça vous a pas échappé. Un petit article 24 qui dit qu'on n'a pas le droit de filmer les flics quand ils tapent des gens. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus, mais ça méritera un petit débat, je pense. On fera une petite chronique sur le sujet. Et tout ce qui est visioconférence et enregistrement de visioconférence? Alors ça, pour l'instant, c'est un non-sujet, mais nécessairement, enfin là, je m'adresse à nos amis RH et nos amis DSI, vous êtes vivement invités à modifier vos chartes de système d'information, modifier vos accords de télétravail, parce que la règle qui commence à être la visioconférence, qui est maintenant la visioconférence, et surtout l'enregistrement de ces visioconférences à l'insu du plein gré des participants, ou en tous les cas sans qu'on les ait véritablement informés, est un vrai sujet. Et puis enfin, vous avez un projet de loi qui vous aura pas échappé non plus, qui est le projet de loi sur les principes, le respect des principes de la République, où on va là aussi avoir un magnifique article sur l'interdiction de diffuser un certain nombre de contenus à caractère privatif. Voilà pour les grandes masses de cette année. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc est-ce qu'il y a des questions aussi? Il y a peut-être des questions. Sachez qu'on n'est qu'au début de l'histoire, parce que on a 3 mégatextes qui nous arrivent dessus, qui sont le Digital Service Act. Alors je suis désolé, alors les Anglais sont 2022. Enfin 2022, disons qu'il va falloir commencer à s'y mettre tout de suite. Le Digital Service Act, alors les Anglais sont sortis de l'Europe, mais on continue à parler anglais, mais qui est en fait un texte qui correspond à peu près en volume de papier à ceci, c'est-à-dire 106 articles et 106 considérant 74 articles sur nos amis plateformes et hébergeurs. Donc avis aux amateurs. Et puis comme ça suffit pas, on a un autre règlement, et pareil, alors lui il fait 79 considérants, 39 articles. Lui c'est sur la libre concurrence en matière de plateforme. Et puis j'avais plus de place dans mon sac à dos,
Et puis je voulais respecter la forêt. Mais on a aussi un autre texte qui arrive, qui est la directive e-privacy ou le règlement e-privacy, qui va là encore nous apporter son lot de nouveautés, notamment en matière de cookies, puisque à peine aura-t-on terminé au 1er avril le droit des cookies de 2021 que nous aurons à nous lancer dans le droit des cookies de 2022. Comme je vous l'ai dit, un vrai bonheur. Merci beaucoup. A priori, il n'y a pas de questions sur le juridique, c'est ça que... En fait, on est très pris par le temps. Bien sûr. Effectivement, l'idée, c'est que il y ait les questions qui soient relayées à nos chroniqueurs, à nos intervenants, à notre chroniqueur. Il sera un plaisir de peut-être être inspiré pour. Je vais enlever ce masque. D'ailleurs, ça. Pardon. Je répondrai gratuitement pour les prochains sujets qui portera au sein d'INC. Catherine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je fasse la conclusion, des conclusions et qu'on passe à la session avec nos membres? Non, écoutez, je suis absolument désolée de ce retard déjà d'une part, mais également ça veut dire que le sujet est extrêmement riche et que le recrutement et les jeunes, c'est une problématique a priori que tout le monde, qui concerne tout le monde et que tout le monde et par laquelle tout le monde est intéressé. Donc, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui restent de patienter quelques instants et merci à tous nos intervenants.